Bonjour très chers collègues, bonjour très chers abonnés. C'est Jean-Sim Konga, je suis ingénieur des bâtiments et travaux publics. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une formation sur robot structural analysis. Nous allons justement faire une étude d'input isostatique chargé uniformément sans tenir compte du poids propre de l'élément. Alors pourquoi je dis sans tenir compte du poids propre de l'élément, puisque nous sommes en train de calculer en fait une structure isostatique, et mais je vais vous expliquer pourquoi je l'ai dit. Et voici en fait l'intitulé du projet que nous sommes en train de faire. Donc étude d'input isostatique chargé uniformément sans tenir compte du poids propre de l'élément. Alors la question en fait c'est ça, soit la structure isostatique ci-dessous que je vais illustrer tout à l'heure. Alors ce que nous allons calculer premièrement, nous allons calculer les éléments de réduction, et donc ça dit les moments fléchissants, l'effort normal et l'effort tranchant, mais aussi l'air diagramme, ainsi que la déformée du moment. Ça c'est la première question. Et la deuxième question, nous allons trouver donc la valeur des moments à une distance qui varie, c'est-à-dire à x qui est égal à 1 mètre, mais aussi à x qui est égal à 1 mètre 50. Ça c'est la deuxième question. Et la troisième question, nous allons trouver les réactions aux appuis. Donc voilà en fait les trois questions de notre formation d'aujourd'hui. Nous allons donc premièrement modéliser la structure, charger la structure complètement, et puis calculer la structure de manière à ce que nous puissions donc répondre à ces trois questions. Alors premièrement, pourquoi je viens d'ajouter sans tenir compte du poids propre de l'élément? Alors là, je vais directement parler à mes collègues de l'INBTP, surtout beaucoup plus de la même promotion. Et nous allons nous rappeler très bien que, je me rappelle bien dans les cours de la stabilité, on travaillait avec le professeur Mafuta. Alors souvent, le professeur Mafuta nous donnait, lors des interrogations, il posait des questions, des fois, il peut vous donner par exemple une structure reposée sur des appuis, une structure isostatique. Il vous dit tout simplement de lui donner des réponses finales, par exemple les réactions aux appuis, ou alors les valeurs des moments, et, des efforts normaux, mais aussi de l'effort tranchant. Et les professeurs n'avaient pas vraiment l'habitude souvent disons comment, de voir la démarche, comment est-ce que vous avez procédé, mais il tenait que nous puissions tout simplement lui donner des réponses finales. Alors, lors de ces interrogations, beaucoup des étudiants, même moi des fois, on travaillait avec les logiciels robot structural analysis. Et des fois, parmi nous, il y avait quelques personnes qui travaillaient correctement. Moi également, je faisais ça un peu bien. Et puisque je comprenais déjà ce que je vais vous signaler tout à l'heure, mais les autres, des fois, commettaient cette erreur. Alors, vous allez voir que l'ingénieur modélise correctement les projets, mais lors des chargements, vous allez charger votre structure, la structure, mais aussi sans enlever les poids propres de l'élément. Et lorsque vous allez lancer les calculs, vous allez voir que les réactions aux appuis que vous allez trouver, les valeurs que vous allez trouver au niveau de réactions aux appuis par exemple, ne sera pas vraiment de vraies valeurs. Pourquoi? Puisque lorsque vous allez lancer les calculs, le logiciel va tenir compte du chargement que vous avez donc inséré, mais aussi, y compris les poids propres de l'élément, à fonction de votre modélisation. Par exemple, si vous avez modélisé les projets avec les profilés IP100 par exemple, et que votre élément dans le projet, votre poutre, vous l'avez chargé avec une charge d'exploitation par exemple de 3000 newtons par mètre, et une charge permanente par exemple de 1000 newtons par mètre, vous allez vous rendre compte que lorsque vous allez lancer les calculs, les logiciels pour vous donner les réactions aux appuis, que vous allez trouver sera fonction de chargement que vous avez appliqué, plus les poids propres de l'élément. Alors par contre, ici, les professeurs avaient trouvé les réactions aux appuis, par exemple, au niveau de l'appui A, par exemple, était de 15 newtons par exemple. Chez vous,
vous serez surpris de trouver par exemple soit 20 newtons ou alors 17,5 newtons. Et au finish, lorsque le professeur va corriger, vous aurez automatiquement 0. Pourquoi? Puisque en modélisant votre projet sur Robot Structural Analysis, vous n'avez pas tenu compte de supprimer les poids propres pour avoir textuellement des vraies valeurs telles que les professeurs avaient trouvées dans les calculs. Et c'est pour cela que vous venez de voir que l'intitulé de cette formation, je viens donc de mettre ça étude d'une poutre isostatique chargée uniformément sans tenir compte du poids propre de l'élément. C'est justement pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez donc supprimer, enlever directement le poids propre de l'élément pour obtenir le vrai valeur. Donc voilà, c'était juste une introduction pour essayer un peu de vous signaler ce que nous allons faire. Alors sans plus tarder, je vais premièrement illustrer le schéma. Le schéma de notre projet, c'est ce que je vais illustrer tout à l'heure. Alors, nous sommes en train de travailler, de faire un projet d'une poutre isostatique reposée sur des appuis. C'est ce que je vais mettre ici, le schéma. Voilà, le schéma en question. Voilà. Donc, ça, je suis en train de représenter premièrement le chargement de ces projets. Alors, ici à gauche, nous avons premier appui. Je mets ça ici. Voilà. Et à droite ici, nous avons donc le deuxième appui. Voilà. Le deuxième appui ici. Alors, je vais essayer un peu de représenter aussi le chargement. Voilà. C'est une charge uniformément répartie que je vais placer ici. Voilà. Je suis en train de placer donc la charge uniformément répartie. Voilà. Voilà. Ça, c'est la charge uniformément répartie. Alors, ici, c'est le point A. De l'autre côté, nous avons donc le point B. Et notre poutre est de 4 mètres. C'est une poutre de 4 mètres. Voilà. Voilà, c'est une poutre de 4 mètres. Alors, maintenant, je vais représenter le chargement de l'autre côté. Alors, le chargement de notre poutre, notre élément, nous avons une charge, premièrement, une charge d'exploitation que j'ai abrégée par la lettre qui. Une charge d'exploitation, excusez-moi, je vais essayer un peu de supprimer ça. Voilà, pour représenter ça correctement, je supprime d'abord ça. Voilà, je vais supprimer ça. Voilà. Alors, je vais représenter mes chargements de ces côtés. Nous avons, première charge, c'est la charge d'exploitation, que je vais abréger par la lettre qui. Ma charge d'exploitation est de 5000 newtons par mètre. Voilà, 5000 newtons par mètre. Et la deuxième charge, j'ai une charge d'exploitation que je vais abréger par la lettre G, qui est de 2000 newtons. 2000 newtons par mètre. Voilà. 2000 newtons par mètre. Voilà la configuration de l'élément que nous sommes en train de calculer, la poutre isostatique. Alors, premièrement, nous allons essayer un peu de voir les questions pour compléter d'autres informations dans le schéma. Première question, c'est calculer les éléments de réduction MNT, leur diagramme ainsi que la déformée du moment, c'est bon. Deuxième question, trouver la valeur de moment à x qui est égal à 1 mètre et x qui est égal à 1,50 m. Alors, je vais essayer un peu de compléter ça aussi dans la poutre. Voilà, donc ça veut dire que je vais compléter ça ici. Voilà. Voilà, donc la deuxième question nous dit que nous demande que nous puissions premièrement donc trouver la valeur des moments à une distance que je peux écrire ici x qui est égale donc à 1 mètre. À 1 mètre. Deuxièmement, c'est à x qui est égal à 1,50 m. À x qui est égal à 1,50 m. Voilà, je mets ça comme ça, donc 1,50. Voilà, donc ça c'est la deuxième question. Nous allons trouver la valeur des moments x qui est égal à 1 mètre et deuxièmement x qui est égal à 1,50 m à partir de notre logiciel RoboByte. Et troisièmement, nous allons trouver les réactions aux appuis. Donc ça dit
au niveau de l'appui A, mais aussi au niveau de l'appui B. Donc voilà, ça c'était juste pour illustrer rapidement ce que nous allons faire avec notre logiciel RoboByte. Alors sans plus tarder, nous allons passer directement au niveau de logiciel. Alors je viens premièrement ici, je double-clique les logiciels, nous allons patienter un tout petit peu. Voilà, nous allons patienter. Voilà, voilà, je suis devant l'interface d'entrée de notre logiciel. Je vais cliquer ici sur plus. Alors je viens directement ici, je prends étude d'un particle plan. Je clique là-dessus, je vais patienter. Voilà, je suis devant l'interface de travail. Alors, je peux passer directement à la modélisation. Je peux directement placer mes lignes de construction afin de modéliser l'élément et passer directement au chargement, ainsi de suite. Mais avant de faire ça, premièrement, je vais arranger quelques paramétrages. Alors, je vais voir d'abord les unités. Je suis en train de travailler en newton par mètre. Donc, newton, c'est l'unité de la force. Et le mètre, c'est l'unité de la longueur. Alors, c'est ce que je vais paramétrer ici dans notre logiciel. Pour le faire, c'est simple. Je viens ici, je prends donc Outils. Je prends Unité et formant. Je clique là-dessus. Alors, je viens, là, on écrit Unité et formant. Premièrement, ici, dimension, c'est en mètre, c'est bon. C'est-à-dire, c'est en mètre ici. Unité de longueur, c'est mètre. Je viens ici, je prends force. Je clique là-dessus. L'unité de la force ici, c'est kilonewton. Je vais changer ça. Je prends donc newton. Et ici, unité de moment, c'est kilonewton mètre. Je vais changer ça également. Je clique ici. Je prends newton mètre. OK, c'est bon. Je fais OK. Et c'est tout. Alors, vous avez la possibilité aussi de changer la contrainte. Hein. Donc, ça dépend de vous. La contrainte, ça dépend. Il y a possibilité de laisser mètre newton par mètre carré, tout comme vous pouvez prendre des kilonewtons par centimètre carré, ça dépend. Alors, on peut même changer. Je vais prendre des kilonewtons par centimètre carré. Alors, je prends ici des kilonewtons par centimètre carré. OK. Et puis, je fais OK. Et puis, je clique ici. Vous avez la possibilité aussi de configurer ça, de mettre ça par défaut. Si je viens ici, et que je peux enregistrer ça par défaut, par exemple, je viens ici enregistrer les paramètres comme paramètres par défaut, et là, ça va rester. Donc, lorsque vous allez faire un autre projet, ce sont ces paramétrages que vous allez donc utiliser. Alors, dans mon cas, je vais mettre tout simplement OK. Je clique ici. Voilà, je viens donc de paramétrer, de corriger les unités par rapport au projet que je suis en train de faire. Je peux maintenant passer pour la modélisation. Voilà. Donc, nous allons placer maintenant nos lignes de construction. Je viens ici. Je vais cliquer sur définition des axes. Je clique là-dessus. Alors, je vais premièrement vérifier la configuration du projet. Voilà. Donc, je suis en train de modéliser en fait ma structure. Donc, ma poutre plutôt isostatique et des 4 mètres. C'est ce que je vais faire tout à l'heure. Alors, je suis ici, je vais d'abord ajouter, répéter X une fois. Espacement, ça sera donc 4 mètres. 4 mètres, et puis je vais ajouter. Alors, ça dépend de moi ici. Il y a possibilité de modifier également le libellé. Je peux mettre ça AB, comme le point A, c'est le premier point de départ, et le point B, le deuxième point. Je peux mettre ça comme ça, AB. Alors, je viens ici dans Z. Ici, je peux mettre quoi? Vous avez la possibilité d'insérer soit une distance forfaitaire que vous n'allez pas peut-être utiliser, ou alors vous laissez comme ça par défaut, mais quand même il faut ajouter ça. Donc je clique ici, je peux ajouter, je laisse le libellé 1 tout simplement, et puis j'applique. Voilà, j'applique. Quand j'applique, voilà ce que j'obtiens. Je ferme ça, je viens d'obtenir donc mes lignes de construction. Alors je peux maintenant modéliser l'élément, ma poutre. Je viens ici, je prends barre, je clique là-dessus, je mets ça ici à gauche. Alors ici, caractéristique type, je laisse barre, section, je prends IP100, je vais modéliser avec IP100, matériau par défaut, c'est un acier, je laisse ça comme ça par défaut, donc je considère que je suis en train de modéliser avec ma section IP100, que je vais bien sûr supprimer son poids propre. Alors, je vais modéliser d'abord mon élément. Je clique ici. Et puis, je clique de l'autre côté.
Voilà ce que j'obtiens. Et puis je peux fermer ça. Je ferme. Voilà. Alors maintenant, je vais placer mes appuis. Je vais placer mes appuis. Je suis là, je prends appui. C'est ce que je vais placer. Appui. Appui simple ici. C'est ce que je mets de l'autre côté. Je mets ça ici. Appui simple. Donc c'est ici que j'ai placé mon appui simple. J'ai donc un appui simple ici. Attention, il faut être vraiment prudent à ce niveau. L'appui simple ici dans Robot, c'est ce que nous appelons l'appui mobile. Alors, appui mobile ici à ce niveau, nous avons une seule inconnue interne. Une seule inconnue interne à ce niveau, donc c'est l'appui mobile que je viens de placer ici, appui simple. De l'autre côté ici, je vais mettre, d'ailleurs c'est bien indiqué ici, hein, vous allez donc voir ça à ce niveau, vous voyez. Donc c'est l'appui mobile ici. Nous avons donc une seule inconnue à ce niveau, verticale bien sûr. Et de l'autre côté ici, je vais placer l'appui donc rotile. Rotile que je viens de mettre ici, c'est ce que donc nous appelons l'appui fixe. À ce niveau ici, nous avons donc des inconnues. Nous avons une inconnue au niveau dans notre sens vertical, le VA, et de l'autre côté également HA, donc du côté horizontal. Nous avons donc des inconnues. Je vais essayer un peu d'illustrer ça ici rapidement pour avoir vraiment une précision par rapport à ce que je suis en train de dire. Je peux prendre cette couleur. Voilà, donc j'étais en train de dire qu'à ce niveau ici, nous avons l'appui simple. Donc c'est ce que Robot appelle ça appui simple. Appui simple à ce niveau, c'est que j'ai placé ici, c'est l'appui simple. C'est ce que nous appelons donc l'appui mobile. C'est ce que nous appelons appui mobile. L'appui mobile à ce niveau ici, nous avons une seule inconnue interne. L'inconnue que nous avons ici, c'est ce que je vais représenter ici. Voilà. Voilà, nous avons une seule inconnue à la verticalité, donc ça sera VA. Voilà, c'est ce que nous allons donc trouver. Nous allons donc trouver donc les réactions aux appuis à ces niveaux. Donc ça sera VA. Donc à notre niveau, comme ici, c'est B, donc ça sera donc VB. Voilà, ça sera donc VB. C'est ce que nous allons trouver ici, une seule inconnue dans l'appui mobile. De l'autre côté ici, nous aurons donc ce que nous appelons l'appui fixe. L'appui fixe, Robot appelle ça donc c'est les rotules. C'est l'appui fixe. À ce niveau ici, nous aurons donc des inconnues. Nous aurons premièrement une inconnue verticale que je vais représenter ici. Ça sera donc VA. VA. Et nous aurons également une autre inconnue de l'autre côté, dans notre sens horizontal, que je vais appeler ici HA. Voilà. Donc, retenez qu'à ce niveau ici, nous avons donc l'appui mobile, que je peux abréger ça AB, c'est-à-dire appui mobile. Et de l'autre côté ici, nous avons donc ce que nous appelons appui fixe, que je peux peut-être abréger ça également. Appui fixe, je mets ça tout simplement A, F. Cela veut dire appui fixe. Donc ça représente l'appui fixe. De l'autre côté, nous avons l'appui mobile. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer. Alors nous allons continuer notre formation. Voilà, et puis je ferme. Voilà, je viens donc de modéliser déjà ma poutre. J'ai la possibilité même de voir les profilés que j'ai utilisés, IP100. Alors je peux fermer ça comme ça. Et j'ai la possibilité également de vérifier ma cotation pour voir si réellement je viens de modéliser mon élément à une distance de 4 mètres. Pour faire ça, pour coter l'élément, je prends outil, cotation. Je laisse toujours donc linéaire. Je clique premièrement ici, je clique ici, et puis je descends avec ça ici. Voilà, c'est 4 mètres. Donc vous allez voir que je viens de représenter tout simplement ce que je mis ici. Donc 4 mètres, c'est ce que j'ai représenté ici. Voilà. Donc jusque là, nous venons tout simplement de modéliser l'élément. Voilà. Voilà. Donc là maintenant, je vais définir, je vais charger ma structure, ma poutre. Alors je vais faire comment? Je viens ici, je prends cas de charge. Mais premièrement, concernant les appuis, vous avez également la possibilité d'insérer vos appuis, ça dépend. Si vous voulez par exemple créer un appui, peut-être donner l'inclinaison à un appui plutôt, vous avez la possibilité de cliquer justement ici. Une fois vous cliquez ici, vous allez donc insérer l'appui tel que vous voulez. Nous allons voir ça également
au cours de nos prochaines formations, je vais vous montrer comment peut-on créer des appuis afin que nous puissions donc modéliser nos structures. Alors pour aujourd'hui, nous allons utiliser que ces genres d'appui. Et par contre, si vous avez commis, par exemple, vous avez fait peut-être une erreur et que vous souhaitez supprimer l'appui que vous avez déjà donc inséré, vous avez la possibilité justement donc de venir ici, vous prenez supprimer, vous cliquez sur supprimer et puis vous venez directement cliquer au niveau de l'appui que vous souhaitez supprimer. Et vous allez donc supprimer ça sans problème. Je ferme. Alors je vais maintenant charger ma poutre. Je viens ici, je prends d'abord cas de charge. Je clique cas de charge. Premièrement ici, je vais insérer première cas de charge ici. Alors, je sais que dans les chargements, je vais vérifier ici. Donc, voilà, j'ai des chargements. J'ai la charge d'exploitation qui est égale à 5000 Newton par mètre et la charge permanente qui est égale à 2000 Newton par mètre. Alors, je vais premièrement insérer d'abord la charge permanente. Alors, je suis là. Je viens ici. Je laisse permanente. Je vais tout simplement abréger ça par la lettre G. Tel que écrit dans notre projet ici, c'est G. Donc, je mets tout simplement G. Et puis, je vais ajouter. Mais vous allez remarquer que, donc, le premier cas de charge que je vais insérer ici, ça va générer directement les poids propres de l'élément. Donc, vous allez remarquer que ma poutre va prendre la couleur rouge. Une fois que je clique ici sur ajouter, c'est-à-dire que les poids propres de l'élément viennent d'être pris en compte. Alors, vous allez observer, j'ajoute, vous allez voir, quand j'ajoute, voilà, je viens d'ajouter ici, vous allez voir qu'ici, ma poutre devient rouge. Donc, même si je clique ici, vous allez voir qu'il y a, voilà, il y a un trait rouge là-dessus, donc c'est un rouge. Cela veut dire que, le premier cas de charge que je viens d'introduire ici, donc, robot vient de prendre également les poids propres de l'élément en compte. Je viens de modéliser ma poutre avec un IP100. Donc, c'est-à-dire que IP100 et dont les poids propres est pris en compte à fonction de l'élément que j'ai utilisé pour modéliser ma structure, donc ma poutre, donc IP100. Voilà. Et deuxièmement, qu'est-ce que je fais ici? Je vais insérer aussi la charge d'exploitation. Deuxième cas de charge, je prends exploitation. Et puis ici, je vais mettre qui. Et puis j'ajoute. Quand j'ajoute, vous allez voir que le deuxième cas de charge n'a pas pris compte du poids propre. Et puis qu'est-ce que je fais ici? Je ferme. Voilà, je ferme. Alors, je viens de fermer. À partir d'ici maintenant, vous allez voir que définir charge maintenant n'est plus figé. Vient d'apparaître maintenant correctement. Et j'ai la possibilité maintenant de charger mon élément. Mais avant de charger, je vais vous montrer comment peut-on résoudre les problèmes de poids propres. Comment peut-on supprimer les poids propres. Puisque vous allez observer ici, si je viens ici et que je prends G, je prends cas de charge G, vous allez voir que le G que je vais prendre ici, vous allez voir que robot a déjà pris les poids propres en compte. Alors, pour modéliser, pour dimensionner ma poutre correctement, de manière à ce que je puisse avoir mes éléments de réduction, les vraies valeurs des éléments de réduction que je vais chercher ici, mais aussi de trouver les réactions aux appuis, donc de voir, je puisse avoir la possibilité, disons, d'obtenir les vraies valeurs des éléments des réactions aux appuis. Il faudrait que je puisse supprimer les poids propres de l'élément, donc les poids propres des IP100 que je viens d'utiliser pour modéliser ma poutre. Par contre, ici, je ne la supprime pas et que je les supprime pas, disons, je laisse les poids propres comme ça. Et lorsque je vais lancer les calculs, je n'aurai pas des vraies valeurs. Donc, c'est les problèmes qu'on avait quand on était encore des étudiants, quand le professeur Mafuta nous donnait des interrogations. Et c'était à ce niveau-là qu'on était en train de commettre cette erreur. C'est-à-dire, une fois que vous finissez de modéliser votre élément, avant de charger ça, il a fallu que vous puissiez d'abord supprimer les poids propres. Alors, comment peut-on faire pour supprimer les poids propres? Je viens ici, je prends chargement, je prends tableau de chargement. Voilà, le poids propre est pris en compte. Le poids propre est déjà pris en compte. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais supprimer les poids propres. Pour supprimer ça, voilà, je clique ici. Et puis, je clique sur Delete. Delete.
Et puis c'est parti. Donc je viens de supprimer le poids propre de l'élément. Et puis je viens ici, je prends vie. Voilà, maintenant mon élément est normal. Alors cette fois-ci maintenant, je suis en train de décharger ma poutre correctement. Donc IP100 que j'avais modélisé est là. Mais vous allez voir qu'à l'intérieur ici, il n'y aura plus la couleur rouge. Donc c'est comme si que je suis en train de décharger un élément qui ne pèse pas sous forme de bardage. Et là maintenant vous aurez la possibilité d'obtenir les vraies valeurs. Donc voilà, c'est pour cela que vous avez remarqué que l'intitulé de cette formation, donc c'était étude d'une poutre plutôt isostatique chargée uniformément sans tenir compte du poids propre de l'élément. Donc sans tenir compte du poids propre de l'élément, les poids propres de l'élément c'est ce que je viens de supprimer tout à l'heure. Voilà. Alors là maintenant je vais charger ma structure. Je vais commencer d'abord par la charge permanente. Donc G, il faut modifier premièrement ici, je prends G, et puis je prends définir charge, je clique là-dessus, je prends barre, et puis je prends charge uniforme, puisque c'est une charge uniformément répartie. Je viens ici, dans Z ici, je vais insérer ma valeur, vous voyez, c'est Newton par mètre. Alors c'est ce que j'avais mis également ici, Newton par mètre. G, donc c'est 2000. Alors je viens ici, je mets 2000, mais attention, ici il faut insérer les signes moins. Je mets les signes moins, pourquoi? Puisque ça sera comme ça, donc ça vient des hauts vers les bas. Et puis je clique là-dessus, j'ajoute, et puis je viens appliquer ici. Vous voyez, vous avez la possibilité d'appliquer directement ici, ou alors soit vous avez la possibilité donc de numéroter directement le bar, c'est 1, je mets ici 1, et puis j'applique, vous voyez, et puis je ferme. Alors pour afficher directement les chargements, je peux cacher la nomenclature, je viens ici, je prends chargement, et puis directement sa valeur, vous voyez. Donc là, je viens de charger ma structure, donc je viens de charger la poutre. Ça, c'est ce que nous appelons la charge permanente. Alors, je vais maintenant insérer légèrement ma charge dans la charge d'exploitation. Je viens ici, je prends donc qui. Voilà. Je prends cette fois-ci qui. Je clique ici. Je prends toujours bas. Charge uniformément répartie. Et cette fois-ci, maintenant, c'est 5000. Toujours négatif, c'est 5000. Regarde, c'est 5000, donc c'est ça. Donc, j'ai déjà inséré le 2000. Maintenant, je suis en train d'insérer les 5000. Voilà, donc c'est toujours négatif. Et puis, j'ajoute. Barre, c'est toujours 1. Et puis, j'applique. Voilà. Donc, vous allez remarquer que ça, c'est la charge d'exploitation. Et quand vous cliquez ici, vous aurez directement la charge permanente. Voilà. Voilà, et là nous venons donc de finir de modéliser notre poutre et la charger déjà. Alors nous voulons maintenant lancer les calculs, mais avant de lancer les calculs, disons, je vais vérifier d'abord l'élément, je vais vérifier la structure. Je viens ici, je prends vérifier structure, je clique là-dessus. Vous allez voir que nombre d'erreurs 0, nombre d'avertissements également 0. Donc c'est pour dire que tout est bon. Je ferme, et puis je vais lancer les calculs. Je lance les calculs. Voilà, nous allons patienter un tout petit peu. Nous venons de lancer déjà les calculs. Voilà, c'est bon. Alors là, maintenant, je suis censé d'analyser directement le résultat. Voilà. Alors, pour analyser les résultats, comment je fais? Voilà. Donc, nous allons maintenant vérifier donc, nos diagrammes. Nous allons répondre maintenant aux questions. Et la première question, c'était encore quoi? Calculer les éléments de réduction, MNT, leur diagramme, ainsi que la déformée du moment. Alors, premièrement, nous allons faire comment? Je suis là. Je viens, je prends résultat, diagramme bar. Alors, premièrement, nous allons vérifier le diagramme des moments fléchissants. Je viens ici, je prends diagramme des moments fléchissants, donc moment par rapport à MY, sélectionné, et puis je viens, j'applique. Vous voyez? Vous allez voir que les diagrammes du moment fléchissant ici, donc c'est une courbe. C'est une courbe. Pourquoi? Puisque nous avons une poutre qui est chargée uniformément. Donc notre charge est uniformément répartie sur toute la structure. Donc c'est une courbe. Voilà, ça c'est les diagrammes des moments fléchissants.
Et si vous voulez vérifier aussi les diagrammes de l'effort tranchant, alors je viens ici, je prends le diagramme de l'effort tranchant, c'est force par rapport à FZ. Donc je prends ça et puis j'applique, voilà. Je peux même cacher le chargement. Voilà, ça c'est le diagramme de l'effort tranchant. Je réponds premièrement pour les moments. Ça c'est le diagramme des moments fléchissants, c'est une courbe. Et puis ça c'est le diagramme de l'effort tranchant. Voilà, le diagramme de l'effort tranchant. Et les diagrammes de l'effort normal ici, ça sera nil. Ça sera nil. Vous allez voir que quand je prends le diagramme de l'effort normal, en appliquant ici, c'est nil. Voilà. Alors, par rapport à notre question, c'était premièrement de calculer les éléments de réduction et leurs diagrammes. Donc, nous venons déjà de voir les diagrammes. Nous allons maintenant visualiser aussi les éléments de réduction, c'est-à-dire que quand on parle des éléments de réduction, on voit beaucoup plus les valeurs, donc les valeurs des diagrammes. Donc, c'est ce que je vais ajouter ici. Je reprends, donc je prends le diagramme de mouvement fléchissant. En appliquant ici, vous allez obtenir tout simplement les diagrammes. Alors, je viens ici, je prends paramètres, description, je prends ça, description. Ici, je peux prendre soit toutes, ou bien je laisse extrême logo pour avoir toutes les valeurs. Et puis, je vais cocher différencier, je prends soit uniforme, ça dépend. Et puis, j'applique. Vous voyez, j'applique. Vous allez voir que, voilà, la valeur est là. Ça, c'est notre diagramme des moments fléchissants avec la valeur, bien sûr. Voilà. Donc, deuxièmement, nous allons voir maintenant le diagramme de l'effort tranchant. Diagramme de l'effort tranchant, je prends ça, j'applique. Vous allez voir aussi sa valeur. De l'autre côté, c'est positif. Et ici, c'est négatif. Vous voyez? Alors, pour l'effort normal, donc on avait dit que c'est nil. Voilà, c'est nil. Donc là, nous venons de répondre déjà presque à moitié la première question. Alors, ça reste que de voir maintenant la déformée du moment. Alors, je suis là, je prends la déformée du moment. Je vais fermer d'abord ça. Je ferme, je reprends, je remets le chargement. Et puis, je prends déformer ici. Voilà, je prends maintenant déformer. Alors, je vais cocher ici déformer. Et puis, je vais appliquer. J'applique, voilà, ça c'est notre déformé, la déformée des moments, le petit moment est là, voilà. Alors je viens ici à la fin ici, tout est bien paramétré, voilà, ça c'est la déformée du moment. Vous avez la possibilité aussi de démarrer ça à partir d'ici. Quand je vais démarrer ça, je démarre, vous allez voir comment est-ce que notre poutre va subir une déformation. Voilà, ça c'est la déformée du moment. Voilà, et puis je ferme ça ici, je ferme, je peux décocher ça, et puis j'applique. Alors, nous venons de répondre déjà à la première question. Voilà, la première question, nous venons de répondre à ça. Je mets ça très bien. Et deuxièmement, maintenant, nous allons trouver la valeur de moment à une distance x qui varie. Ça, nous allons voir ça après, à la fin. Je préfère d'abord de passer ici pour voir aussi les réactions aux appuis. Nous allons voir maintenant les réactions aux appuis ici. Alors, je viens ici. Comment trouver les réactions aux appuis? Je suis là. Je prends réaction. Nous allons voir les réactions aux appuis. Voilà. Alors, je viens ici. Je vais cocher les réactions par rapport au Z. Je clique là-dessus. Voilà. Et puis, je vais cliquer ici. Je viens maintenant directement appliquer. Je vais cocher aussi la description pour avoir directement le valeur, description, et puis j'applique. Voilà, quand j'applique, nous venons donc d'obtenir aussi les réactions aux appuis. Ça, c'est réaction par rapport au point A. Ça, c'est réaction par rapport au point B. Voilà, donc c'est ce que nous venons d'obtenir ici. Les réactions aux appuis est obtenues. Donc, nous venons également de répondre à la troisième question. Trouver les réactions aux appuis. Nous venons de répondre à la troisième question. Je mets ça OK. Alors, nous allons maintenant visualiser, maintenant, la deuxième question, c'était trouver la valeur des moments à une distance x qui varie. C'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Alors, ça, c'est déjà bon. Et ça également, c'est déjà bon. Voilà. C'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Voilà. Mais par contre, si vous voulez compléter, donc, les valeurs à partir d'ici, vous avez la possibilité de prendre tout simplement
Donc, les réactions aux appuis trouvées ici. Alors, vous venez compléter ça ici. De l'autre côté, ici, c'est nil. Hein, donc, c'est 0. C'est 0. Donc, ça dit HA, ça sera 0. Pourquoi? Puisque, en notaire, comme ça, nous avons presque rien. Dans notre effort normal également, c'était nil. Donc, maintenant, nous allons répondre à la troisième question. Voilà. Nous allons maintenant répondre à la deuxième question. La deuxième question, donc, trouver la valeur des moments à une distance x qui varie à 1 mètre et 1 mètre 50. Alors, je suis là, c'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Premièrement, qu'est-ce que je fais? Je suis là. Alors, je vais faire ça rapidement. Je ferme d'abord ça. Ça aussi, je peux fermer. Voilà, qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais sélectionner d'abord mon élément. Je sélectionne directement ma poutre. Alors, je fais clic droit. Je descends ici, je prends propriété de l'objet. Je clique là-dessus. Et puis ici, je vais prendre le diagramme NTM. Je clique là-bas. Voilà ce que je fais. Je viens maintenant ici. Je vais prendre moment. Puisque, souvenez-vous que la question, donc, je suis en train de trouver la valeur des moments à une distance qui varie. Donc, ces moments, excusez, je prends un moment. Je viens cliquer ici X. Je suis là. La portée de ma poutre, ça fait 4 mètres. Je vais défiler maintenant. Je défile jusqu'à 1 mètre. Regardez, X égale à 1 mètre. Je défile. Je viens de dépasser 1 mètre. Voilà. Voilà, je suis à 1 mètre. Je suis à 1 mètre 2. Je vais rentrer un tout petit peu. Je fixe ça. Voilà, X 1 mètre. Donc, ça veut dire que la valeur du moment à une distance qui varie, X égale à 1 mètre, égale à 7483,36 newtons mètre. Voilà, donc c'est ça la valeur des moments que je viens d'obtenir. Donc, c'est 7483,36. Ça, c'est à une distance de 1 mètre. La première sous-question. Et la deuxième, c'était à une distance de 1,50 m. Je vais continuer à défiler. Défiler. À 1,50 m maintenant, je cherche à 1,50 m. À 1,50 m, voilà, je viens de dépasser à 1,50 m. Donc, ça dit la valeur des moments à une distance qui varie de 1,50 m est égale à 9379,15. Voilà, donc je viens de répondre également à la troisième question que je vais cocher tout à l'heure. Voilà, donc je viens de répondre à la troisième question. Donc, les trois questions sont déjà répondues. Mais ça, c'était juste la première méthode de trouver la valeur des moments à une distance qui varie. À part cette méthode aussi, je vais vous montrer une autre méthode. Donc, vous avez la possibilité de procéder encore comme ça. Vous pouvez faire ceci, je ferme ça. Je viens ici, je prends résultat, diagramme, barre. Voilà, je prends moment. Voilà, moment fléchissant bien sûr. J'applique. Voilà. Et puis, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je vais rentrer ici, je prends résultat, je descends ici, je prends analyse détaillée, je clique là-dessus, analyse détaillée, et à partir d'ici maintenant, j'ai la possibilité de vérifier aussi la valeur des moments à une distance qui varie. C'est-à-dire, je vais confirmer juste ça, et puis j'applique. Quand j'applique, voilà, il y a un tableau qui apparaît. D'ailleurs, ici, vous avez la possibilité d'obtenir au même moment aussi le diagramme de moment fléchissant. Voilà, le diagramme est là, et mais aussi la structure. Alors, à partir d'ici, je viens, je clique ici. Je vais maintenant défiler ici. Je vais défiler. Je cherche dans la valeur de moment à une distance qui varie, x qui est égal à 1 mètre. Je défile jusqu'à 1 mètre. Je viens de dépasser à 1 mètre. Voilà, à 1 mètre. Vous voyez, je viens d'obtenir la même valeur, 7518,26. Donc ça, c'est la valeur du moment à une distance qui varie à 1 mètre. Alors, je vais maintenant chercher à une distance de 1,50 m. Je vais monter un tout petit peu. Je monte un tout petit peu jusqu'à 1,50 m. Voilà. Je monte jusqu'à 1,50 m. Voilà. Je viens de dépasser ça légèrement. Je suis à 1,50 m. Donc, c'est la même valeur également. C'est 9383,44. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer que vous avez des possibilités de vérifier la valeur des moments à une distance qui varie. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc là, tout est clair. Voilà, donc je peux revenir ici dans l'élément, la structure.
Alors, mais à part ça aussi, vous avez la possibilité de voir aussi les contraintes dans la contrainte maximale et minimale. Alors, pour voir ça aussi, c'est simple. Vous avez la possibilité justement de prendre diagramme, disons. Diagramme, je vais décocher d'abord moment. Alors, vous venez ici, je prends contrainte normale, je prends contrainte max, je clique et puis j'applique. Voilà. Je vais cacher d'abord le chargement, contrainte max, voilà, avec sa valeur. Ça, c'est le diagramme de notre contrainte max avec sa valeur. Alors, vous avez la possibilité aussi de voir votre contrainte minimale. C'est juste question de prendre ça, contrainte min, je clique, voilà. Ça, c'est la contrainte max, ça, c'est la contrainte min. Alors, vous avez aussi la possibilité de différencier ça soit ici. Alors, en prenant aucun ici, quand je clique, ça dit vous n'aurez pas de valeur. Voilà. Donc, si je prends différencier, voilà. Donc, nous avons la contrainte maximale et la contrainte minimale. Alors, attention, l'unité de la contrainte ici, ça sera donc décanewton par centimètre carré, tel qu'on avait paramétré ici dans l'élément. Voilà, je vais vous montrer ça comment on avait fait ça. Vous allez voir ça ici. Je prends Fox. Vous voyez? Donc, la contrainte ici, on avait mis, c'est décanewton par centimètre carré. Voilà. Donc, c'était juste pour vous montrer que vous avez la possibilité même de voir les contraintes. Voilà. Je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre formation d'aujourd'hui. Et je viens de répondre à toutes vos questions par rapport à notre exercice que nous venons donc de faire, le titre d'une poutre isostatique chargée uniformément sans tenir compte du poids propre de l'élément. Et nous venons de répondre à ces trois questions, mais aussi à une quatrième question sur les contraintes que je n'ai pas illustrées ici. Alors je crois que vous avez aimé la vidéo, mais par contre si vous avez des suggestions ou vous avez des questions à poser, prière de la poser, comme ça nous allons répondre par rapport à cela. Donc c'était Jansin Kunga, ingénieur des bâtiments et travaux publics, et prière de vous abonner sur ma chaîne YouTube, Jansin Kunga, likez également mes vidéos. Merci beaucoup de votre disponibilité et passez une excellente journée. Au revoir.